Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, Léa reçoit le professeur Rosenberg, gynécologue obstétricien à l'hôpital américain de Paris, avec une activité de recherche en épidémiologie clinique à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Il est également le président du CNGOF. Dans cet épisode, il nous partage son expérience de la prise en charge des déchirures périnéales sévères. Bonjour professeur Rosenberg, on se retrouve de nouveau sur notre chaîne du micro des gynécos pour aborder un nouveau thème qui est les déchirures périnéales et plus spécifiquement, une fois qu'il y a, lors d'un antécédent de déchirure périnéale, parler un petit peu des conséquences pour les grossesses ultérieures. Avec plaisir. Alors si vous l'acceptez, on va d'abord redéfinir les déchirures périnéales, ce qu'on appelle les LOSA. Oui. Alors ça, au moins, c'est clair, parce que je vais dire en préambule quelque chose c'est une recherche que j'ai faite, mais qui en dit long sur le sujet. C'est que, tu vois, j'ai été regarder sur PubMed les publications sur les LOSA depuis le premier papier, comme ils disent l'inception, jusqu'à en fait, je me suis arrêté, je crois, en 2024, juin 2024, je crois, je sais plus très bien. Alors, il y avait eu 143 publications seulement sur les LOSA quand je mettais déchirure périnéale et grossesse ultérieure. Enfin, je te traduis en français ce que je mettais. Alors, pour avoir une idée de comparaison, quand je mets le mot césarienne, j'ai plus de 90 000 publications. Donc, c'est juste pour dire que, en vérité, on ne sait pas grand-chose. Et malheureusement, c'est pas demain que ça risque de changer. On va comprendre après. Pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est que là, au moins pour les définitions, les choses sont claires. Ce qui est généralement admis, c'est la classification de Sultan, qui définit 4 grades. Où le grade 1, c'est une petite déchirure cutanée. Le grade 2, c'est une atteinte musculaire, mais sans lésion sphinctérienne. Et donc, en été, ce que l'on considère, c'est les grades 3 et 4. Alors, le grade 3, c'est une lésion du sphincter anal externe, mais lui-même, et on va voir, c'est loin d'être négligeable en termes de conséquences, et c'est divisé lui-même dans la classification du temps en 3 groupes. Grade 3A, 3B, 3C. 3A, tu as moins de 50% du sphincter anal externe qui est lésé. 3B, tu as au moins 50% du sphincter anal externe qui est lésé. Et le 3C, c'est que tu as aussi une lésion associée du sphincter anal interne. Et le grade 4, c'est la déchirure périnéale complète. C'est-à-dire, non seulement ça touche le complexe sphinctérien anal, mais en plus, la muqueuse anale est à ton cloaque recto-vaginal. Ça, c'est les définitions qui sont actées et qui sont généralement consensuelles, même si des fois, on voit dans la littérature que, ce qui est pas loin d'être con d'ailleurs, considéré en 3A et 3B et on fait sauter le C. Puisque de toute façon, le C sera inclus dans le B dans ce cas-là. Ok. Et donc, ça touche environ 0,8% des accouchements? Ah non, pas du tout, beaucoup plus que ça. Alors, que les choses soient claires. Les LOSA? Les LOSA, ça touche très probablement 3% des patients qui accouchent par les voies naturelles. Je parle pas des césariennes, des patients qui accouchent par césarienne. Donc déjà, tu t'intéresses, c'est plus, par exemple, en France, on a, je sais pas, 22% ou 20% de césariennes, 22%, ça va concerner donc 78% des patientes et pas 100%. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'immense majorité, sachant que, j'arrondis, en moyenne, en France, 50% de nullipares, 50% de multipares, c'est-à-dire, en gros, 60-40, c'est un peu plus de la moitié des patients sont des nullipares. Chez elles, le risque de déchirure périnéale est de l'ordre de 6 à 7%. Et je te parle de déchirure avec atteinte du sphincter anal. Les LOSA. C'est 6 à 7% des patientes. Il y a une très belle étude française qui avait été... alors, les chiffres sont pas encore publiés, mais c'est 7% parmi les nullipares. Alors, c'était les patients qui avaient une extraction instrumentale, donc c'est une population à risque.
mais de nullipare. Mais ce qui est rapporté dans la littérature, c'est jusqu'à 6% de lésions du sphincter anal externe parmi les nullipares. Alors pourquoi d'ailleurs ce chiffre est beaucoup plus élevé que ce que les gens rapportent? C'est que tu as en plus, et c'est ça qui vient compliquer les choses, des lésions occultes. C'est-à-dire que la rupture du sphincter n'est pas nécessairement en regard de la déchirure ou de l'épisiotomie. Je peux avoir par exemple une déchirure qui va être à midi, à 6 heures. Enfin, si je dis, je considère une horloge à 6 heures ou disons à 7 heures, mais je peux avoir une rupture du sphincter qui, elle, est à 1 heure ou à 2 heures. Et donc, elle sera sous la peau, elle va être occulte. Et quand tu fais des échographies systématiques, eh ben, systématiquement, après accouchement, eh ben, tu retrouves justement ces 6%, ces 7%. D'accord, le toucher vaginal est pas assez, Ah non, non, non. Non, le toucher précis. vaginal, une fois de plus, il sert à rien, ça faut oublier. Non. Non, non. Non, parce que malheureusement, tes lésions ne sont pas, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que une partie, t'as des patientes, elles vont se plaindre de rien du tout. Enfin, je te parle en termes où toi, tu vas rien constater à l'accouchement. Ton sphincter, il est intègre, mais en regard de la déchirure. Mais si tu faisais une échographie, tu verrais qu'il y a une rupture complète du sphincter, par exemple, à midi. Donc vous recommandez la réalisation d'une échographie, Ah non, 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 ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Non, c'est-à-dire que pour l'instant, on est sur les prévalences. Pour la prise en charge, Mmh. je réponds à tes questions. Mais quand D'accord. on parle de prévalence, il ne faut pas oublier un très grand nombre, probablement plus de la moitié de tes lésions sphinctériennes sont occultes. Ce qui peut présenter éventuellement des risques pour les grossesses ultérieures. Ça veut dire que c'est des patientes qui vont être, pour la marge majorité, symptomatiques. Elles vont avoir une incontinence anale au gaz ou aromatière, temporaire ou définitive. Parmi ces 6% de patientes-là qui ont une déchirure, quand c'est une déchirure de grade 3A, que ça touche moins de la moitié du sphincter, l'issue, globalement, est très favorable. En revanche, quand c'est du 3B ou du 4, là, la probabilité d'avoir une incontinence anale définitive est très élevée. Et c'est pour ça que, si tu veux, ça devient complexifier les analyses, c'est qu'on considère comme étant grave des déchirures de grade 3 et 4. Or, en été, on devrait simplement se consacrer au 3B, au 3C et au 4, et ne pas considérer les 3A. Or, généralement, quand tu regardes la littérature, ils séparent les LOSA de grade 1 et 2 et LOSA de grade 3 et 4. Or, ça n'a pas de sens, puisque dans le 3A, le pronostic est globalement très bon, alors que dans le 3B, il n'est pas bon du tout. Et ça vient justement polluer toute analyse qu'on va pouvoir faire, parce que cette classification devrait être reconsidérée, où on devrait bien séparer les 3A et les mettre même quasiment avec les 1-2, et ne garder que les 3B, 3C et puis les 4, dont on le sait que le pronostic est globalement bien plus péjoratif. Alors, quand on regarde, tu as une méta-analyse qui avait été regardée, la prévalence des lésions C3, 3B, 3C et 4. Le 3A, ça ne représente en moyenne que 22% des lésions. Donc, tu en as quasiment presque 80%, c'est du 3B et du 4. Donc, la grande majorité de tes LOSA vont concerner des patients potentiellement graves. D'accord et donc pour revenir, un petit peu à une fois qu'il y a eu ce diagnostic et cette prise en charge qui est selon Alors non, il y a 2 choses, il y a 2 situations. La patiente est symptomatique. Là, c'est la situation la plus simple, puisque tu as un signe d'appel. La patiente a une incontinence au gaz, par exemple. Alors, attends, si c'est la plus simple, c'est pas si simple parce que malheureusement, on voit avec l'incontinence anale ce qu'on avait connu il y a des années avec l'incontinence urinaire. C'est que les patientes n'osent pas en parler. Elles ont honte. Donc, si tu ne recherches pas le symptôme, la patiente t'en parlera pas. C'est quasi constant. Donc, je pense qu'à visite du postpartum, c'est très important de vérifier l'absence ou la présence d'une incontinence urinaire, mais aussi de rechercher une incontinence au gaz, aux matières liquides, aux matières solides, etc. Il faut poser la question parce que si on ne pose pas la question, la patiente n'en parlera pas. Donc, imaginons que j'ai fait correctement mon travail, j'ai posé la question, la patiente me dit qu'elle a du mal à retenir les gaz.
à ce moment-là, je vais l'explorer. Sachant qu'il y a 2 causes majeures. Il y a celle qui nous concerne, c'est la déchirure du sphincter. Et une autre cause, c'est l'étirement du nerf honteux interne. Parce qu'en fait, surtout quand alors c'est bon aussi que on a allongé les durées de travail de dilatation complète, la durée des efforts expulsifs. Ça a pour conséquence quand même de menacer le périnée, et y compris justement les nerfs, et ton nerf peut être comprimé, étiré, et conduire à une incontinence anale. Alors le pronostic est plutôt bon, parce que si le nerf n'est pas rompu, ce qui est comme l'immense majorité des cas, ta patiente va récupérer. Et donc elle aura une incontinence anale transitoire. Et donc cette patiente, à l'avance tu ne sais pas, mais tu vas l'explorer, tu vas faire une échographie endo-anale qui va montrer que ton sphincter est intègre. Tu vas faire une manométrie pour avoir les pressions. Pression, tu sais, à l'effort de contraction du sphincter, une pression au repos, et tu vas te rendre compte que le delta entre la pression de repos et la pression de contraction, elle est faible. Donc, probablement, c'est d'origine neurologique. Tu vois? Inversement, tu vas faire une échographie, tu vas tomber sur une lésion du sphincter. Là, tu sais que c'est une lésion anatomique pour lesquelles la première des choses à faire, si la patiente est symptomatique, c'est une réparation chirurgicale. Refermer ce sphincter. Et une fois de plus, j'insiste, c'est que la rupture, elle sera pas nécessairement sur ta déchirure ou sur ton épisiotomie. Ta déchirure peut être à 9 heures, à midi, à 3 heures, à 4 heures, n'importe où, sur une zone recouverte de peau que tu ne verras pas, mais que tu verras très bien en échographie. Donc, quand la patiente est symptomatique, échographie endo-anale plus manométrie. Là, c'est la situation la plus simple. Si ton échographie est anormale, ou si la manométrie est anormale, la patiente, il faut l'encourager à coucher par césarienne la grossesse suivante. Alors ça, c'est plutôt les directives britanniques, qui sont d'ailleurs le plus claires. Il n'y a pas de directive française. Les directives américaines sont un peu plus, laissent beaucoup plus la place, je dirais, à l'information de la patiente, et elle choisit. Enfin, ils n'ont pas trop voulu se mouiller. Allez, je vais être très gentil. Voilà. Les Britanniques, les choses sont claires, parce que le sultan est d'origine britannique, c'est lui qui a le plus publié là-dessus. Et donc, ta patiente symptomatique, transitoire, tu fais de toute façon, même si elle va mieux après quand tu la revois au visite du postpartum, qu'elle n'a plus cette incontinence, tu prescris une manométrie, tu prescris des cours endo-anal. Si un des 2 examens est perturbé, il faut encourager la patiente la fois suivante à accoucher par césarienne. Si elle est symptomatique et qu'elle reste symptomatique, il faut aussi l'encourager à coucher par césarienne, parce que même si elle n'a qu'une incontinence au gaz, le fait qu'elle réaccouche par les voies naturelles l'expose à avoir une incontinence aux matières, une aggravation. Tu as des papiers qui te montrent à 25% d'aggravation. Donc, ces patients qui sont symptomatiques, il faut protéger le peu qui reste de sphincter, si je puis dire, par une césarienne. Là où c'est la situation beaucoup plus compliquée, c'est lorsque tu vas demander ces examens, ou en tout cas une écho endo-anale. C'est juste une patiente parce qu'on sait que le forceps, par exemple, c'est un facteur de risque de déchirure du sphincter anal. Après, ta patiente, elle est asymptomatique, mais tu as fait un forceps. On sait que c'est une situation à risque de déchirure sphinctérienne, et on sait maintenant que tu as des déchirures occultes qui peuvent être asymptomatiques. C'est-à-dire que tu vas avoir des lésions du sphincter, imagine, sur 80%, 75%, qui vont être à midi, et la patiente, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle a un très bon sphincter, elle compense. Alors, tu fais ton écho, tu tombes sur la lésion sphinctérienne. La patiente, t'as un retentissement manométrique, même disons qui est modeste. La question qui se pose, c'est quelle est la voie d'accouchement pour cette patiente? Eh ben, à l'heure actuelle, la littérature ne peut pas répondre à cette question. Alors, t'as ceux qui te disent, il vaut mieux faire une césarienne de protection périnéale, parce que quand même, quand les patientes qui ont une déchirure périnéale, t'as des papiers qui te montrent tu vas avoir 3% de déchirure périnéale dans ta population. Cette patiente, elle réaccouche par les voies naturelles, son risque de récidive, 7%. Donc, elle va s'aggraver dans 7% des cas. C'est-à-dire que même, c'est le paradoxe, c'est que quand même, tu es sur des prévalences faibles, tu vas passer de 3 à 7%. Bon. Enfin, maintenant, le prix à payer, moi, je sais pas, moi,
J'ai pas accouché, je me suis pas exposé ni à 3 ni à 7%, et je suis content, si tu veux. Donc, et j'ai pas envie de m'y exposer. Donc, euh, c'est la difficulté, c'est que, d'ailleurs, c'est le discours des Américains. C'est-à-dire, finalement, l'accident est rare, mais la césarienne, en contrepartie, a ses complications. Donc, choisissez, entre la peste et le choléra, on voulait choisir. Tu vois ce que je veux dire? C'est une démarche très américaine, tu vois. Voilà. Il faut bien sûr l'autonomie du patient, hein, que je suis pas du tout contre, bien au contraire. Mais j'encouragerais une patiente qui a des lésions sphinctériennes. Moi, je t'avoue que, alors peut-être parce que je suis vieux, que je deviens plus peureux, mais je serais assez effrayé à les laisser accoucher par les voies naturelles, parce que elle a effectivement 93% de chances d'accoucher très bien derrière, ça l'osa. Maintenant, rien n'empêche que, au contraire, ça s'aggrave. Et là, le prix à payer, quand tu vois les chiffres, tu as une aggravation de ton risque, évidemment, d'incontinence anale. Parce que quand tu as une récurrence, tu as des papiers qui te rapportent 50% d'incontinence anale parmi les femmes qui vont avoir une récidive de la LOSA. Ouais. Donc, tu es sur des C'est non effectifs qui sont négligeable. faibles, mais le prix à payer est sévère, parce que, enfin, tu comprends bien, et toute la littérature le dit, mais enfin, on n'avait peut-être pas besoin de la littérature. Le préjudice social, le préjudice affectif, le préjudice sexuel, le préjudice professionnel, le risque de dépression postpartum est majeur parmi ces patientes-là, hein. Voilà. Donc, moi, je dirais quand même, si tu veux, pour moi, le plus important, je dirais, c'est de poser la question aux patientes. Parce que, naturellement, elles t'en parleront pas. Et que tu vas passer au travers de l'histoire. La fois suivante, elle va raccoucher par les voies naturelles, et ça sera la catastrophe définitive. Alors que tu aurais peut-être pu anticiper par une écho du sphincter, par une manométrie. Alors, la situation difficile, et puis pour laquelle, pour être honnête, on peut pas répondre, c'est la patiente à qui tu fais un forceps. Sincèrement, j'encouragerais à faire derrière au moins une écho endo-anale, y compris si elle est asymptomatique. Oui, ouais, En puisqu'on sait systématique quand même que derrière, c'est une source l'accouchement, de par forceps. traumatisme du sphincter anal. Le seul problème, c'est que je peux pas t'affirmer que le fait de faire une césarienne derrière est bénéfique, parce que le niveau de preuve n'existe pas. Alors après, bah, c'est en fonction de ce que tu discutes avec la patiente, de ce que tu crois. Alors tu peux très bien lui dire, bah, le risque de récidive, de toute façon, il est faible, vous êtes symptomatique, ça va se passer très bien. Tu as quand même 93% de chances que ça se passe bien, bon, tant mieux. Maintenant, tu peux lui dire qu'effectivement, si elle récidive, il y a un risque d'incontinence anale avec des papiers qui montrent 25 et 50% d'incontinence derrière. Donc, ça calme. Et à l'heure actuelle, pour être honnête, on ne peut pas répondre de façon fiable à cette question. Et puis, il va randomiser une patiente. C'est pour ça qu'en réalité, on ne pourra pas. Une patiente qui a une machine qui est asymptomatique, qui a une lésion du sphincter anal. Il faudrait la randomiser entre voie basse planifiée et césarienne planifiée. Donc, on n'aura jamais vraiment la réponse à la question. Alors, après, tu as les cohortes, mais le problème, c'est que tu as tous ces biais de sélection. Parce que la patiente qu'on va laisser accoucher par les voies naturelles, c'est certainement pas la même à qui on va proposer une césarienne, malgré tout. Donc, il y a tous ces biais qu'on ne pourra jamais complètement corriger, qui fait que la littérature ne te permettra pas de répondre de façon fiable. Le dépistage donc reste important en consultation du postpartum et même en Ouais. début de grossesse, suivante. Ah ouais. Là où tu as tout à fait raison, c'est que si ça échappe au postpartum, c'est reprendre l'accouchement précédent avec la patiente, surtout s'il y a eu un forceps, une naissance instrumentale, maintenant, faut parler comme ça, euh, et vérifier ça. Parce que en début de grossesse, il est encore temps de faire une écho endo-anale, de faire une manométrie sphinctérienne, et de discuter avec la patiente. C'est pas à 36 semaines que d'un seul coup on réalise que peut-être on va faire une sphincter, enfin une manométrie du sphincter ou une échographie endo-anale. Parce qu'en plus, il faut en discuter, c'est des sujets compliqués à discuter avec la patiente, parce que c'est quand même nous-mêmes on est un peu dans le brouillard, quoi. Puis il permettra aussi d'aborder le vécu de cette, premier accouchement avec cette lésion et comment elle s'imagine, le futur accouchement également. Oui. Donc c'est des problèmes parce que c'est important. Si tu n'en parles pas, tu as toutes les chances qu'elle n'en parle pas. Merci professeur, Rosenberg pour, cette mise en lumière sur cette problématique. Est-ce que vous souhaiteriez, ajouter quelque chose? Non, c'est bien. Je vous félicite. Je vous félicite pour vos podcasts. Merci beaucoup, merci.
Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si des ressources ont été partagées par notre invité, vous les retrouverez dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lui accorder 5 étoiles et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'orateurs que vous aimeriez entendre, partagez-les avec nous car cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Métro, boulot, gynéco.